Et c'est l'heure de recevoir notre invité. Aujourd'hui, nous revenons avec l'analyste politique Cherkaoui Roudani sur le deuxième round du dialogue interlibyen qui s'est tenu ce week-end à Bouznika au Maroc. Bonjour Cherkaoui Roudani. Bonjour monsieur. Alors quel bilan peut-on faire de ce deuxième round du dialogue entre les belligérants libyens à Bouznika? Écoutez, les réunions se poursuivent toujours en vue de parvenir à un consensus complet sur toutes les mesures liées à l'article 15 de l'accord de Skhirat, qu'il faut le dire, reste l'unique référentiel onusien pour parvenir à une solution politique acceptée mutuellement par les deux protagonistes. Ces discussions et les tractations de deuxième rang sont centrées sur les critères et les mécanismes adoptés par la nomination à des postes de souveraineté comme stipulé à l'article 15. Il faut le dire aussi que ces postes de souveraineté concernent notamment le gouverneur de la Banque centrale et aussi le chef des membres de la haute commission électorale, la présidence de la Cour suprême et le procureur général. Bien évidemment, ces postes de souveraineté sont d'une importance extrême dans la voie de l'édification des institutions de l'État libyen et de leurs assemblages et leur coagulation. Jusqu'à maintenant, les discussions sont très sereines. Nous parlons d'une solution politique, il faut le dire, et non la recherche d'une porte de sortie d'une crise conjoncturelle, d'où l'importance de la capitalisation sur les accords de Skhirat et Bouznika, que je rappelle que l'article 15 de l'accord Skhirat stipule que la Chambre des représentants consulte le Conseil de l'État dans les 30 jours suivants. Donc, je pense que nous sommes dans la continuité des accords de Skhirat et la situation montre qu'il y aura un consensus entre les protagonistes et la solution peut vraiment amener à acheminer les choses vers des pourparlers qui peuvent rester dans l'agenda et les annales de la politique libyenne, vu la situation dans laquelle sont la situation actuellement. Cherkaoui Roudani, concrètement, quelles sont aujourd'hui les avancées réalisées, notamment en ce qui concerne justement la répartition des postes dans les institutions libyennes? Écoutez, donc, outre les postes de souveraineté, donc, il est plausible et fort probable que les discussions de deuxième rang à Bouznika acteront sur la séparation entre le poste du Premier ministre et celui du président du Conseil présidentiel, qui sont occupés actuellement par Faïs Sarraj. Le chef du Conseil présidentiel aura 2 vice-présidents au lieu de 4 actuellement. Donc, il y aura une configuration régionale, c'est-à-dire que les 3 postes seront distribués sur les 3 régions libyennes. Dans l'architecture et la nouvelle configuration, on pourrait s'attendre à que Aguila Saleh, l'actuel du chef du Parlement de Tobruk, prenne la tête du nouveau conseil présidentiel, représentant ainsi l'Est et la tribu de la Bidette. Abdel Ahmed Mahitir, qui est un homme très respecté dans la cité de Misrata et qui est actuellement le directeur de National Oil Company, serait peut-être le vice-président et représentant de l'Ouest. Je pense aussi qu'Abdelmajid Saïf Al-Nasser, ancien responsable du conseil de transition pour Sabha, qui pourrait représenter donc dans le conseil présidentiel la région du Sud. Quant au poste du Premier ministre, je pense qu'il serait probablement jusqu'à maintenant, il est entre Fathi Beshaga, qui est l'actuel ministre de l'Intérieur, et Ahmed Mahitir, qui pourrait aussi reprendre ce poste-là. Donc les deux hommes sont de très connus, une personnalité qui est très connue dans la région de Misrata. Donc je pense que Mohamed Mahitir reste l'un des principaux artisans de l'accord conclu avec les autorités de l'Est et notamment avec Khalid Haftar, le fils de maréchal, pour débloquer les sites pétrolières. Donc c'est pourquoi il a beaucoup de chances d'avoir ce poste de Premier ministre. Donc une fois le mécanisme défini, donc le choix des personnalités donc pour occuper les postes souverains des institutions sera soumis au comité politique et on peut s'attendre à un dialogue, donc à une nomination, donc à une ratification de ce communiqué ou bien de ce qui a été décidé par les deux, Aguila Saleh et Khalid El-Mishri, qu'on peut les revoir au Maroc très très bientôt. Donc je pense aujourd'hui la situation reste aussi difficile. Il faut le dire que jusqu'à maintenant, donc nous sommes dans une situation qui appelle à la vigilance. Donc parce que jusqu'à maintenant, le problème de la Libye, c'est les ingérences et donc
les ingérences des puissances extérieures, malgré cette neutralité active du Royaume du Maroc, mais les enjeux de certaines équations géostratégiques pourraient saper donc tout à un moment donc les discussions, que ce soit qui ont été à Genève ou bien à Bouznika, ou bien peut-être même aujourd'hui on parle de Berlin 2. Malheureusement donc jusqu'à maintenant cette conférence qui était dans l'objectif a été de sécuriser un parapluie international pour protéger les dialogues libyens des ingérences étrangères, aussi mettre en place un processus qui devrait acter sur le cessez-le-feu et mise en œuvre de l'embargo sur les armes, reprise du processus politique, confinement des armes entre les mains de l'État, la mise en place du comité unitaire interparti libyen 5+5 afin de gérer le cessez-le-feu à certains âges n'ont pas été respectés malheureusement. Donc je pense aujourd'hui, même s'il y aura une rediscussion, redimensionnement de Berlin 1, donc il faut s'attendre que la situation pourrait s'empirer davantage malgré le soutien de la communauté internationale, malgré le soutien des puissances qui ont salué les initiatives du Maroc et la neutralité active du Maroc, mais je pense qu'il faut rester vigilant. Les Libyens sont très heureux, bien effectivement, d'être au Maroc, vu que le Maroc il a une formidable histoire dans le soutien des processus onusiens, comme l'a bien signalé l'Américain Stephen Williams, représentant des Nations Unies. Mais je pense que la situation sur le terrain pourrait passer à un autre cap s'il n'y a pas donc une vision à l'échelle internationale pour donner un fort élan assez pour parler de Bouznika. Oui, monsieur. Alors la démission du Premier ministre du gouvernement d'entente nationale à Tripoli, Fayez Sarraj, devrait être effective dès la fin de ce mois. Dans ce contexte, comment les points discutés à Bouznika ont-ils la chance d'être appliqués ? Écoutez, aujourd'hui, le poste du Premier ministre, c'est un poste, donc, les accords de Srerat, ils ont acté sur, sur le fonctionnement de l'État. Ce n'est pas une personnification du poste, mais je pense aujourd'hui, il y a donc, les autorités marocaines multiplient les efforts pour réussir les pourparlers et souhaitent réunir les deux chefs du Haut Conseil de l'État et du Parlement pour signer l'accord et aussi pour essayer de continuer dans l'élan qui a été mis, l'élan à l'échelle internationale, parce que n'oublions pas aujourd'hui il faut capitaliser sur ce soutien donc qui est à l'échelle internationale, donc pour donner un fort élan au porte-parole de Bouznika. Donc je pense que malgré la démission de Fayez Sarraj de qui que ce soit, je pense qu'on parle à des institutions, on parle de la Libye, on parle de l'avenir de la Libye, on parle des enjeux sécuritaires et l'impact de la déstabilisation de la Libye sur l'ouest de la Méditerranée, sur les pays de l'Afrique subsaharienne et du Sahel et sur le nord d'Afrique. Donc je pense que c'est ça ce qui est très important aujourd'hui. La Libye est le maillon faible dans la région et je pense qu'il n'y aura pas une solution contre la montée fulgurante de l'extrémisme religieux des groupes terroristes dans la région sahélo-saharienne s'il n'y a pas une vision globale. Et la première, ça passe par la solution de la question libyenne. Très rapidement, cher Kawi Rodani, parallèlement à Bouznika, d'autres pourparlers se tiennent à Genève. Quelle complémentarité entre ces différents espaces de négociation ? Genève l'a été reporté, je pense, ça passera très bientôt à Malte. Je pense qu'il y aura aujourd'hui une poursuite de la conférence de Berlin 1. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la conférence de Berlin 2, à savoir que la conférence de Berlin 1 a des débouchés sur des déclarations d'intention, malheureusement, qui ne sont pas été respectées par certains pays qui agissent et interfèrent sur le terrain en Libye. Bien sûr, bien que le Maroc a tenté de faire bouger les lignes libyennes stagnantes, dans une tentative de sauver la situation dans laquelle sont ce pays. Néanmoins, il faut le dire, la tâche ne pourrait
être facile, notamment au milieu des défis, des divisions, des protagonistes que connaît le pays, aussi de l'ingérence étrangère. Donc, bien sûr, la démission de Hassan Salama, vous le rappelez, monsieur, qui était le responsable onusien de la conférence de Berlin 1, est la parfaite illustration de l'échec de cette conférence, malgré la résolution du Conseil de sécurité 25-10. Donc, je pense que les pourparlers sont, c'est bien de tenir ces discussions à Genève, à Malte, à Sochi, à Rome, à Palermo, mais je pense que ce qui est très important et ce qui est primordial dans cette situation, c'est qu'il faut essayer de rester dans un rôle de complémentarité. Merci. C'est que la condition sine qua non de la solution libyenne reste d'éviter l'ingérence étrangère sur le terrain. Merci, Cherkaoui Roudani. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.